bazosenga nini unwa kudia kuvwata bana batangaka pe bazwaka soin soki babeli. Que demande le peuple? Raia analomba nini? Peuple azosenga nini unwa kudia kuvwata bana batangaka pe bazwaka soin soki babeli. Peuple souverain. Peuple souverain, votre émission produite par le Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS, présentée par le père Emmanuel Bouéa du secteur recherche et animation sociopolitique, assisté à la technique par l'ingénieur David Mukwela. Bien chers auditeurs, bien chères auditrices, bienvenue à notre émission Peuple Souverain, une émission essentiellement consacrée à la participation citoyenne, à l'engagement des citoyens pour la construction d'un état de droit, à l'avènement d'un espace public où règne la moralité et la rationalité, la concertation et le dialogue, la coopération et surtout la conjugaison d'efforts dans la promotion du bien commun. Un espace de dialogue qui privilégie les règles du jeu démocratique et non pas le jeu des pratiques antidémocratiques. Un espace où règne la méritocratie plutôt que la médiocratie. Un espace qui n'élude pas les conflits inhérents aux rapports sociaux, mais qui régule les différences en vue d'aboutir à un consensus par recoupement, gage de la stabilité sociale. Bien chers auditeurs, bien chères auditrices, aujourd'hui nous voulons parler comme d'habitude de la participation citoyenne, mais à travers le processus électoral. À 3 reprises dans notre pays, nous avions entrepris des élections en 2006, en 2011 et en 2018. Mais elles ont été toujours clôturées ou plutôt entachées par des violences, clôturées par une débâcle parfois sanglant, dans un climat de morosité sociale, mais toujours dans une ambiance d'espoir pour des lendemains meilleurs. Le vote, comme l'écrivait le professeur Kibiswa, est un acte paisible et joyeux en soi, mais il peut aussi générer des conflits et des violences s'il n'est pas encadré par des mesures appropriées. Fin de citation. C'est justement de cet article dont nous voulons parler aujourd'hui. Il est ainsi intitulé « Un système d'alerte précoce sur les violences électorales ». Maillon manquant dans l'architecture et les processus électoraux en RDC. Bien chers auditeurs, bien chères auditrices, il manque encore dans ce processus électoral des élections municipales, locales et communales. Que faut-il faire pour qu'elles se déroulent très bien dans un climat paisible? Comment pouvons-nous nous y prendre? Et que faire pour qu'elles ne soient pas une occasion d'embraser des milieux déjà volatiles? Je pense à certaines parties du pays où les populations locales sont en conflit comme à Beni, comme à Nituri, comme à Yumbi. Pour y répondre, nous avons l'insigne honneur de recevoir dans notre studio l'auteur même de l'article cité, le professeur, à qui je voudrais demander peut-être de se présenter à nos auditeurs sous les casques qu'il choisit, étant donné que c'est un homme qui a plusieurs plusieurs flèches dans son carquois. Et aujourd'hui, bonjour professeur. Bonjour. Voilà, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ou sous quel casque, comme je disais tout à l'heure, voulez-vous vous présenter à nos auditeurs? Merci beaucoup surtout de m'avoir invité. C'est un honneur et vraiment une considération que je trouve grandiose d'être invité dans cette émission. Je voudrais vous en remercier et je voudrais remercier toute l'institution et la radio et télévision à travers lesquelles nous allons être suivis. Et je remercie également les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent et qui vont prendre un peu de temps pour nous suivre. Moi-même, comme vous l'avez dit, je suis professeur Kibiswa Kwabene Nopes. Je suis docteur en analyse et résolution de conflits et maître en études de paix et justice. Et j'enseigne dans mon domaine de résolution de conflits à l'Université catholique, à l'IMT, à la faculté de sciences politiques.
et à l'Université catholique de Bukavu, à l'Institut supérieur de paix et réconciliation, mais également mon origine, là où j'ai commencé à enseigner à l'État, c'est à l'ISTEM, où j'enseigne le management et la gestion des ressources humaines. Et également, j'enseigne à l'école de formation électorale d'Afrique centrale, FEAC, où là aussi j'enseigne un cours d'introduction à l'étude des conflits électoraux. Je suis un activiste de droits humains de la société civile congolaise. Depuis sa naissance, je suis parmi les fondateurs du mouvement de la société civile en 1991. Je suis d'origine syndicale. Voilà ce que je peux dire. Voilà, bien chers auditeurs, bien chères auditrices, nous avons vraiment la joie de recevoir dans ce studio non seulement un expert des connaissances électorales, de la question électorale, mais aussi un professeur des universités qui a une longue expérience, non seulement dans l'enseignement, mais aussi dans les mouvements syndicaux, mais aussi dans les actions de la société civile. Sans plus tarder, professeur, voici ma première question. Lorsque je regarde les textes que vous avez rédigés pour la revue Congo-Afrique, dans son dernier numéro de avril 2019, le texte intitulé « Un système d'alerte précoce sur les violences électorales, maillon manquant dans l'architecture et les processus électoraux en RDC ». Qu'est-ce qui a motivé, disons, ce travail d'écriture? À partir de quoi vous êtes parti pour écrire le texte? Oui, merci beaucoup. Lorsque je regarde l'architecture, c'est-à-dire les textes, les structures et tout ce qui concourt comme acteur ou actrice ou structure pour organiser les élections au Congo, je constate qu'il y a un vide. Également, dans le processus électoral, c'est-à-dire les opérations d'organisation, il manque quelque chose. Et pourquoi je l'ai dit? Parce que lorsqu'il y a c'est seulement lorsque les conflits éclatent que les gens sont conscients que les élections peuvent produire les conflits. Comme je l'ai dit dans le texte, en réalité, quelqu'un qui va élire, il y va avec joie, et puis il pose son acte, mais son acte peut produire des effets conflictuels. Lorsque il y a quelqu'un qui craint l'échec, ou quelqu'un qui croit qu'il y a une autre personne qui peut lui voler les voix, ou pour l'une ou l'autre raison, ce qui était un acte joyeux peut devenir un acte conflictuel et une violence en même temps, parce qu'il faut distinguer un conflit avec une violence. Un conflit, c'est toute mésentente, tout désaccord, tout ce qui peut ne pas être quelque chose où les gens s'entendent, mais une violence, c'est l'usage de la force brutale. Et les élections peuvent constituer un déclic des conflits qui ont toujours existé, mais qui sont latents. Et quand je regarde dans notre système électoral, dans l'architecture et les processus, je ne trouve pas un seul mécanisme mis en place pour détecter le conflit, alerter que si nous allons sur ce chemin-là, nous allons tomber dans un conflit. Si nous laissons faire telle chose, nous allons tomber dans une violence. Si. C'est là que j'ai dit, il est nécessaire que nous puissions avoir un tel mécanisme. Et ce mécanisme-là, je l'appelle système d'alerte précoce contre les violences électorales. Alerte précoce, ça veut dire le système doit informer les acteurs du processus électoral
que, attention, il va y avoir violence ou conflit qui peut conduire aux violences à tel moment. Et c'est ça le rôle, c'est ça l'élément qui manque. Et ce que j'essaie de présenter dans cet article, je voudrais que les Congolais qui sont impliqués dans la gestion de notre cycle électoral le connaissent et essayent de voir comment ils peuvent s'inspirer de ce que je viens de leur dire pour le mettre en place dans la mesure du possible. Voilà, bien chers auditeurs, dans notre pays, voter a toujours été un acte joyeux, comme dit les professeurs, mais les conséquences n'ont pas toujours été heureuses. En 2006, lorsque nous partions aux élections, c'était dans la joie parce qu'après plusieurs années de dictature, c'était le moment pour pratiquer la démocratie à travers les urnes. Mais après les élections, il y a eu un conflit entre les deux derniers candidats. En 2011, c'est toujours dans la joie, comme disaient les professeurs, que l'on va pour voter avec l'espoir d'une alternance politique. Mais après les élections, il y a eu des contestations qui ont plongé les pays dans le chaos et la confusion et la désorientation. En 2018, nous sommes aussi partis aux élections avec la joie de finir avec un régime, après 18 ans vraiment, d'un pouvoir plus ou moins autocratique. Et lorsqu'on en est sorti, c'était plutôt la contestation et toutes sortes d'accueils mitigés qu'on a connus. Voilà pourquoi les professeurs viennent en disant « il est possible de prévoir cela, il est possible de mettre sur pied ce qu'il a appelé des systèmes d'alerte pour prévenir, pour la prévention ». Professeur, de façon plus concrète, vous avez dit, voilà, c'est possible de dire, attention, nous sommes en train d'aller vers un cul-de-sac, nous sommes en train d'aller vers une impasse. Mais de façon concrète, pour prendre le cycle électoral congolais que je viens d'évoquer ici à 3 reprises, lorsque vous parlez des SAP, c'est-à-dire système d'alerte précoce, de façon concrète, s'il faut les définir dans les paysages politiques congolais, dans les cycles électoraux congolais avec ses contingences et ce qu'il a de particulier. Qu'est-ce que ça peut signifier concrètement pour les lecteurs congolais afin qu'ils se retrouvent et qu'ils comprennent? Je ne sais pas encore trouver un mot précis parce que les systèmes d'alerte précoce en matière de violence électorale ne sont pas encore courants dans nos pays parce que nous sommes nouveaux dans le monde des élections. Mais je peux dire, c'est comme une cloche. Une sonnette d'alarme. Voilà. Que je me rappelle, les églises avaient décidé une fois que tous les jeudis à 21h, les gens allaient sonner à l'église pour alerter. Rappeler aux gens. Tout à fait. Le rappeler en disant attention, nous sommes en période trouble et n'oubliez pas, prenez conscience. Il y a eu des accords de la Saint-Sylvestre qu'il faut respecter. Voilà, prenez conscience. C'est un peu quelque chose de ce genre-là. Évidemment, ici, ça ne sera pas une chose qui va sonner. Ici, ça serait des acteurs du processus électoral qui devraient se mobiliser pour mettre cette sorte de mécanisme ou une sorte de, ce que je peux dire... signal d'alerte. Signal d'alerte ou par l'organisation. C'est une organisation. Ça, il ne faut pas voir ça comme la cloche, mais c'est une organisation. Ils se distribuent les rôles en fonction des périodes d'un cycle électoral. Parce qu'un cycle électoral a des périodes. Et ces périodes-là, ces moments-là, ont chacun, ce moment-là, le type de violence ou des conflits bien spécifiques. Bon, je donne un exemple. Les gens ne trouvent pas leur nom sur la liste. Ça, c'est le jour du scrutin. Donc, le jour du scrutin, le type de violence que vous allez, ou de revendications que vous allez avoir, c'est de dire, mon nom n'est pas sur la liste, je ne suis pas là, et ça crée une bagarre, ainsi de suite. Et on a des moments comme ça, et on appelle ça des moments de vulnérabilité
du processus électoral. Justement, comme vous avez pris un cas concret, d'abord, la première chose que je voulais demander, lorsque vous parlez des acteurs dans cette architecture électorale qui s'organise justement pour prévenir ce genre de conflits, qui sont ces acteurs? Eh bien, ces acteurs-là, ce ne sont pas des gens abstraits. C'est des personnes qui existent réellement. Si nous prenons le processus électoral... Est-ce que c'est des partis politiques? Est-ce que c'est la société civile? Est-ce que c'est la CENI? Tous à la fois. Mais le premier acteur, c'est la CENI, c'est-à-dire l'organisme de gestion électorale. C'est le premier acteur. Parce que c'est elle qui est, cet organisme-là, qui est chargé d'organiser. Dans les textes, vous les appelez les acteurs publics nationaux. Voilà. Vous avez donc des acteurs de plusieurs types. Il y a des acteurs publics, il y a des acteurs privés. Dans les acteurs publics, vous avez l'organisme, le cas, je parle de chez nous, l'organisme de gestion, c'est la CENI. Vous avez le gouvernement, qui est, en tout cas, sans l'appui du gouvernement, sans les moyens du gouvernement, les élections ne vont pas se tenir. La CENI ne va pas organiser les élections. Le ministère de l'Intérieur et Administration du Territoire. Exact. Lui aussi est là, mais beaucoup plus, voire la police et les forces armées, ça c'est le ministère de la Défense, mais au moins je parle de la police et les forces armées. Le ministère de l'Intérieur comme gouvernement en général, oui, mais comme acteur direct, c'est la police et l'armée, éventuellement. Et pour notre situation de 2018, vous avez vu que c'est l'armée qui a été chargée de transporter le matériel électoral par-ci par-là. Parmi les acteurs publics aussi, il y a les étrangers, les observateurs internationaux. Les gouvernements étrangers entrent aussi parmi les acteurs publics, mais étrangers. Oui, oui. Il y a également des acteurs publics internationaux comme les organismes, comme les Nations Unies. L'Union européenne. L'Union européenne, ce sont des organismes intergouvernementaux. Même si nous les traitons parfois comme des partenaires ici, mais au fait, ce sont des gouvernementaux. Alors, professeur, je voulais revenir à la question, puisque vous parlez des alertes avant que le conflit n'éclate. Oui. Ici, l'un des grands problèmes que nous avons connus aux élections passées, c'est la vérité des urnes. Il y a eu des observateurs, il y a eu des participants, il y a eu des acteurs. Mais lorsqu'on écoute les différents récits que chacun apporte, on dirait qu'il y a eu plusieurs vérités des urnes. La CENI viendra avec une vérité des urnes, la CENCO viendra avec une vérité des urnes, l'Union européenne ou d'autres institutions viendront avec une vérité des urnes. Que faut-il faire pour que dans l'avenir, connaissant un peu comment fonctionnent les élections, nous puissions aboutir quand même, je ne dis pas à un consensus de vérité, mais à une vérité qui soit quand même le reflet de la réalité. Voilà. Je ne veux pas oublier un acteur important. Il faut que je le souligne, les médias. Les médias, qu'ils soient publics ou privés, sont des acteurs très, très cruciaux dans le processus électoral et surtout peuvent alimenter facilement les violences et les conflits électoraux. Parce que la manière de présenter les éléments, la manière de rapporter, la manière de traiter les acteurs, les autres acteurs, comme les partis politiques et consorts, peut déclencher une colère et conduire à la bagarre. Mais alors, à ce titre-là, ils sont pratiquement les auteurs alors de violences électorales. Ils peuvent être auteurs. Et tous les acteurs, quels qu'ils soient, peuvent être auteurs. Mais c'est là où je pose la question en rapport avec les médias. Nous avions un conseil de l'audiovisuel, mais on n'a pas vu vraiment son rôle spécifique durant les processus électoraux. Vous, en tant qu'expert des élections, je ne le dis pas pour les critiquer, mais peut-être pour mieux faire comprendre aux électeurs le rôle. Quel devra être le rôle du conseil de l'audiovisuel en rapport avec la gestion de l'information, en rapport avec toute cette dynamique électorale qui soulève des passions et de... En réalité, ça c'est un acteur un peu
tertiaire, c'est un acteur public. Son rôle, c'est sur les médias. C'est pas directement sur ni les élections, ni les résultats, ni les... Son rôle, c'est sur les médias. C'est le Conseil national de l'audiovisuel qui est censé interpeller, d'abord prévenir en amont. Il met les règles, comment la vérité électorale ou les matières électorales doivent être traitées, rapportées au public. Et il surveille les médias pour que cette règle-là ou ces règles-là soient respectées. S'il ne le fait pas, chaque média peut aller dans son sens, selon sa ligne éditoriale, selon les intérêts de ses acteurs. Or, vous savez que beaucoup de nos médias appartiennent aux leaders politiques. Et chaque leader politique voudrait qu'il soit vanté dans le média et que lorsqu'il est vanté et qu'en parlant, il arrive qu'il soit vexé ou se sente vexé par un autre média, une violence, un conflit peut éclater. Et là, c'est le rôle du CESAC de faire en sorte que cette situation-là n'apparaisse pas, n'intervienne pas. Est-ce que le CESAC l'a fait? Apparemment, comme vous le dites, le CESAC a été un peu, je me rappelle, les Américains disaient Obama is leading by Behind. C'est un peu ça. Oui. Donc c'est un peu, le CESAC a été un peu en arrière. Il a parlé un peu à un certain moment, mais après, c'est comme s'il avait été dépassé un peu. Mais c'est ça son rôle. C'est lui, le CESAC, joue sur les acteurs qui sont les médias. Et les médias sont très très importants dans le processus électoral. Évidemment, nous venons de parler des acteurs qui peuvent être des auteurs des violences électorales, tout comme des victimes aussi. Exact. Parlons des situations. Vous avez évoqué ici des situations de risques structurels. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement dans un processus Les électoral? risques structurels dans le processus, dans les violences, les conflits électoraux, sont liés justement à l'architecture. Parce que je vous ai dit je distingue l'architecture électorale du processus électoral. L'architecture électorale, c'est à la fois les textes et les acteurs et les structures. Comment ils sont agencés. Et les faiblesses qui se trouvent dans les textes d'organisation des élections, ces faiblesses-là constituent des risques, des conflits et violences liées aux élections. Par exemple, si dans un texte, une loi, je n'ai pas une loi précise que je peux évoquer, je donne seulement un exemple comme ça, si dans une loi, il est prévu que un acteur, un candidat, bon, je donne les cas actuels pour ne pas aller trop loin. Vous avez entendu que le Conseil d'État est intervenu au Sud-Ubangui et au Sankuru dans les élections provinciales. Mais il n'y a pas un texte qui prévoit que le Conseil d'État peut intervenir dans cette matière-là. Conséquence, les gens qui considèrent qu'ils ne devaient pas intervenir peuvent se lever, et c'est le cas. Vous avez entendu au Sud-Ubangui et au Sankuru, ils ont fait la bagarre entre eux parce que dans les textes, il y a quelque chose qui prête à confusion. Ou même, il y a quelque chose qui est clair, mais il y a des acteurs au niveau du Conseil d'État qui interprètent à leur manière et ça amène à tout l'imbroglio qu'on a vu. Jusqu'aujourd'hui, ces élections n'ont pas été organisées. Ça, c'est un risque structurel. Le fait que un texte est interprété par certains acteurs d'une manière telle que
il amène d'autres acteurs à agir dans un sens conflictuel et qui conduit à la violence. Ça, c'est un exemple récent que je peux évoquer. Et on peut encore évoquer dans les structurels, comme ça concerne soit structure, soit acteur, soit texte. Bon, il peut arriver que la CENI, je crois qu'il y a des endroits où il y a des vides dans la manière de traiter le personnel. Il n'y a pas toujours, il n'y a pas clarté. Et il y a eu un moment où certains acteurs, c'est-à-dire les agents électoraux, au niveau de, je me rappelle au niveau de l'Ituri, et même, je ne me rappelle plus à quels autres endroits, mais au moins à l'Ituri, il y a eu grève. Parce qu'il y a eu différentes opinions. Les uns disent, nous devons être pris en charge. Je me rappelle encore, il y a des militaires qui ont demandé qu'ils soient pris en charge. Et j'ai entendu une réponse du rapporteur de la CENI en disant, nous les avons pris en charge pendant les élections. Et pendant ce temps-là, après ce temps-là, ils ne sont plus à notre charge. Et ils vont dire, mais écoutez, nous avons été utilisés. Et pendant ce temps, vous ne nous avez pas payé. Et qu'est-ce que nous devenons? Voilà un peu des éléments. S'il n'y a pas de textes bien clairs qui font que les gens ne puissent pas entrer dans leur propre interprétation, eh bien, les risques, ça, ce sont des risques structurels des conflits électoraux. Il faut que les textes soient clairs en disant à tel moment, telle chose doit se faire et ça doit être bien défini. Si ce n'est pas bien défini, eh bien, tout peut arriver. Évidemment, professeur, les auditeurs qui nous entendent se disent, mais professeur, tout ce que vous dites, c'est très très bien, il faudra qu'on puisse faire ceci ou cela. Et alors, ils peuvent se poser la question, est-ce que vous avez pu déposer à la CENI le document pour aider peut-être cette institution à améliorer sa structure, puisque vous avez dit que c'est un maillon qui manque. Et je reviens aussi à la même question que je peux poser en disant, mais vous avez écrit aussi ce pourquoi. Cette contribution se propose d'éveiller la conscience des parties prenantes au processus électoral congolais sur la nécessité de mettre en place et de développer un système d'alerte précoce sur les violences électorales en RDC. Est-ce que vous avez envoyé un document pour aider peut-être la CENI qui doit préparer en principe des élections locales afin qu'ils soient en mesure de mettre sur pied vraiment ces systèmes qui empêcheraient beaucoup de dérives et de pertes en vies humaines dans le processus électoral? Je ne peux pas dire que j'ai envoyé, mais au moins je sais que en publiant dans une revue aussi respectée que Congo Afrique, et là je vous remercie, j'ai donné ma contribution. Mais si nécessaire, j'ai eu quelques acteurs qui m'ont appelé. D'ailleurs, l'idée de publier ça m'est venue d'une invitation mais faite par, je crois, la chaîne de solidarité agissante des églises et à l'ECC qui m'avait, parce qu'ils me connaissent comme spécialiste en la matière, ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la prévention des conflits électoraux? Bon, nous sommes là, évidemment nous ne sommes pas assez connus dans le domaine parce que comme je disais, nous sommes, je vous ai dit, nous ne sommes que 3 pour le moment qui sommes spécialisés dans la résolution des conflits à un niveau très haut. Mais donc moi je considère que ma contribution est à la bonne porte. En lisant Congo-Afrique, la CENI peut facilement alors dire, venez si vous voulez, est-ce que vous pouvez nous aider, est-ce que... Et ce n'est pas seulement la CENI, l'État congolais, le ministère de l'Intérieur. Les citoyens eux-mêmes comme électeurs. Voilà, les citoyens eux-mêmes comme électeurs, les organismes, les acteurs privés comme l'Église catholique, l'une des plus grandes, les autres églises et les activistes
qui sont intéressés, je vois la Linélite, je vois la Simocel et consorts, donc ils peuvent eux aussi dire, ok, est-ce que vous pouvez nous donner, en plus de ce que vous avez écrit, ils ont maintenant au moins une base pour poser des questions précises. Donc les textes ici servent d'éléments de déblayage, comme on dit. Les gens peuvent alors à partir de là poser des questions précises. Là où c'est resté flou, je peux toujours intervenir pour leur donner plus de détails. Et s'ils veulent, bon, je vendrai quand même mon expertise. Voilà, bien chers auditeurs, bien chères auditrices, les élections ne peuvent pas être une fatalité. À chaque expérience électorale, il est très important que nous puissions tirer les leçons. Et nous avons la chance d'avoir dans notre studio un expert de grande facture sur les questions électorales. Et non seulement il tire la sonnette d'alarme, mais surtout il nous apprend comment procéder pour que, dans l'avenir, nous puissions avoir des élections paisibles, transparentes et démocratiques. Et dans la foulée, il parle de la manière dont doit se dérouler la mise en place d'une SAPV, d'un système d'alerte précoce. Professeur, brièvement, je vois que vous avez parlé d'ici à la page 532 de la mise en place d'un SAPV. Il faut entendre peut-être le système d'alerte des éléments, je pense. Oui, c'est le système d'alerte précoce de violence contre les violences électorales. C'est ça, SAPV. Brièvement, s'il faut par exemple, je sais pas, les auditeurs peut-être se disent, vous êtes trop intellectuel, vous parlez de ceci, mais de façon concrète. Nous sommes dans une circonscription électorale, nous devons voter les présidents. Il y a des urnes ici, il y a des bureaux de vote là-bas, il y a des électeurs. Comment peut se dérouler la mise en place d'un SAPV? C'est simple. Je suppose que c'est avant les élections. Oh oui, c'est simple. Bon, ça peut être avant les élections ou après les élections, mais c'est mieux que ça soit bien avant les élections. Au moment où on est en train de concevoir, de planifier le processus électoral. Donc avant les calendriers électoraux. Et voilà. Donc lorsque, par exemple, maintenant, on va évaluer le processus électoral, c'est à ce moment-là qu'également on doit penser à mettre en place, à définir ce dispositif-là. Qui devrait être appliqué alors en 2023. Voilà. Mais ce n'est pas seulement en 2023. On peut parer au plus pressé avec les élections locales qui vont venir. Dans ce qui reste, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut concevoir quelque chose un peu rapide là et on fait. Et là, ça relève de la CENI, ça relève de la société civile. Vous avez évoqué ici des organisations de la société civile qui se chargent des élections. Ça relève de l'État. Qui doit entreprendre cette démarche? Tout acteur, comme je l'ai dit. Donc vous et moi, on peut se mettre ensemble et pour mettre sur pied un SAP? Non. Tout acteur peut initier le mouvement. Vous savez, la CENI aujourd'hui, la CENI a commencé comme une structure de la société civile. Elle s'appelait la CEI. Et par la suite, la CEI a été récupérée dans le domaine public. Nous, je me rappelle, avec Jérôme Bonso de la Linélite, Paul Nsapou, et dans notre mouvement de la société civile, nous avions quelque chose que nous avions mis en place qui s'appelait la CEI. Nous avons été tous formés par les gens qui se sont constitués comme CEI. Là, à ce moment-là, nous faisions le plaidoyer pour que nous ayons dans le pays un organisme de gestion électorale indépendant du gouvernement. C'était la préoccupation majeure à ce moment-là. Et on a mis en place la CEI. Et par la suite, au dialogue intercongolais, la CEI est passée du domaine privé des ONG au domaine public. Elle a été instituée par une ordonnance et après les accords. Et c'est comme cela que par la suite, l'abbé Malou Malou, paix à son âme, avait été désigné pour diriger la CEI. Devenu alors une institution d'appui à la démocratie. D'appui à la démocratie. Et bon, jusqu'à devenir aujourd'hui la CENI. Donc, aujourd'hui, l'Église catholique, qui est l'un des acteurs les plus importants parmi les privés, acteur national, privé, peut demander, initier un mouvement et proposer à l'État pour dire nous voulons qu'il y ait un système d'alerte précoce contre les violences électorales. Voilà, bien chers auditeurs, il est très important que nous puissions penser dans l'avenir
à avoir dans les processus électoraux ces maillons manquants dont parle le professeur, c'est-à-dire un système d'alerte précoce. Professeur, je voulais revenir encore à la même question pour essayer d'étancher notre soif. Justement, la conception. Donc, comment on peut procéder? Eh bien, je propose 6 étapes. 6 étapes qui sont un peu inspirées des étapes de système d'alerte précoce dans le monde humanitaire. Parce que l'idée elle-même provient des alertes de violence dans le monde humanitaire. Et là, la première chose, c'est la conception. Il faut que les gens qui sont spécialisés en la matière conçoivent les choses. Deuxième étape, c'est l'installation. Eh bien, on installe, après que toutes les parties au processus, très important, l'acceptation des parties. Ne faites pas les choses de votre tête. Que vous soyez gouvernement, que vous soyez président de la République, que vous soyez CENI, ne faites pas les choses de votre tête. C'est la première chose. D'abord, acceptation. Dès que vous faites accepter, vous installez. Après avoir installé, maintenant, le mécanisme commence à collecter les informations. Et ça, c'est le travail, l'un des travaux les plus importants, collecter l'information correcte auprès des autres acteurs et auprès en observant tous les processus, toutes les opérations. Et quatrième étape, c'est l'analyse de ces informations-là. Donc, lorsque vous analysez les informations, vous commencez à vous dire, nous avons vu, par exemple, et nous avons entendu tel acteur déclarer ceci, tel acteur déclarer cela, tel acteur déclarer cela. Ça, c'est un signe qu'il va y avoir problème. Et dès que vous constatez ça, vous émettez des signaux maintenant. Comment vous le faites? Vous allez vers les acteurs concernés. D'abord, l'organisme de gestion électorale en disant, nous avons entendu tel acteur dire ceci, nous avons entendu tel acteur dire ceci, nous avons vu tel fait se passer à tel endroit, nous avons vu les gens se parler en se toisant, par-ci par-là. Vous disséminez l'information. Après l'avoir collectée, vous émettez et vous disséminez l'information. Et puis, vous faites en sorte que, et c'est là la technicité, il faut qu'il y ait un mécanisme qui réponde. Et là, pour que vous ayez des réponses, il y a toutes les techniques des plaidoyers qu'il faut utiliser pour convaincre l'autorité, convaincre les gens à répondre. Comment? Et lorsqu'il y a réponse, et il faut que les réponses, et c'est là l'élément important, les réponses doivent être rapides. Donc il ne faut pas que ce soit des choses qui vont venir après que la violence éclate. Non, la réponse doit être rapide. Et intervenir en amont de la violence. Voilà un peu, en gros, ce que je peux dire. Donc la conception, l'installation, la collecte des informations, ça c'est le travail maintenant du mécanisme, l'analyse des informations, l'émission et la dissémination des alertes, et puis la réponse aux alertes. Professeur, brièvement, vous nous aviez présenté, évidemment, venez nous présenter de façon grande et professorale les processus de façon théorique. Dans l'article, vous-même, vous posez la question, et concrètement, comment peut-on procéder pour créer un SAP-V en RDC? Pouvez-vous y répondre pour nos auditeurs? Oui. Très brièvement, parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Oui, au Congo, les choses ne sont pas... les gens peuvent croire que c'est quelque chose d'étrange. Non, ce n'est pas étrange. Il y a déjà des éléments de ce que je viens de dire qui existent. Mais il faut maintenant les mettre ensemble et y introduire la conscience. Parce que nous avons beaucoup de choses ici, hein, mais la conscience de ce que nous voulons n'est pas toujours là. Et je vais toujours prendre 4 étapes. La première étape serait, les gens s'entendent d'abord. Les acteurs s'entendent. Pour dire, ok, nous voulons qu'il y ait quelque chose de pareil et
dans le quartier, dans le village, dans un aire donné, aire géographique donnée, les gens s'entendent pour dire nous voulons surveiller et prévenir l'occurrence des violences électorales. C'est cette volonté-là d'abord, cette entente. Ensuite, ils s'organisent. Et en s'organisant, c'est toujours par des rencontres régulières. C'est l'une des premières choses. Ce sont les rencontres entre eux qui vont permettre à ce qu'ils puissent échanger les informations. Et sur base de ces informations là-bas, ils se disent, et c'est la troisième chose, lorsqu'ils ont ces informations-là, il faut les remettre en main propre auprès de l'organisme de la CENI. Et là encore, peut-être que je suis resté théorique, et la quatrième étape, c'est proposer aux décideurs. Mais je voudrais être beaucoup plus précis. Aujourd'hui, nous avons, si je prends le cas par exemple de l'Église catholique, parce que c'est la plus grande. L'Église catholique a des CVB et beaucoup d'autres groupes qui sont actifs dans les paroisses. Ça peut déjà être les premiers éléments, les premiers groupes qui peuvent déjà, comme on dit, la commission justice et paix peut constituer un embryon d'un SAPV. Professeur, là, je comprends très bien, mais je suis à vous entendre parler, j'étais en train de poser la question, mais dans les lieux où il y a les conflits, comment cela peut être possible? Je pense par exemple à Yumbi, vous avez les Batende et puis les autres groupes ethniques qui se querellent. Les élections n'ont pas été possibles justement à cause de cela. Vous allez à Nituri, là-bas c'est la même situation. Non, là nous ne sommes plus dans les SAPV. Ah, là c'est un autre contexte. Oui, oui. Les SAPV c'est pour la prévention. Avant la violence. D'accord. Et s'il y avait un SAPV officiel, on aurait dû éviter ce qui s'est passé. Voilà. Il y aurait des gens qui allaient dire il va y avoir un carnage ici. Alerte rouge. Oui, oui. Il va y avoir un carnage ici. C'est l'alerte précoce. Et ça allait quelque part être détecté et les réponses rapides devraient être données. Là, vous parlez d'un autre phénomène qui n'est pas celui qui est décrit dans cet article. Parce que là, ça devient la gestion des conflits électoraux. Parce qu'il y a la prévention, il y a la gestion, la résolution et la transformation des conflits. 4 types de traitement d'un conflit. La prévention, c'est déployer toutes les stratégies, tous les mécanismes possibles pour éviter que le conflit n'éclate. Oui, professeur, je comprends. Et c'est là que nous sommes. Oui, c'est pour éviter que le conflit n'éclate. Mais à l'heure actuelle maintenant, ces groupes ethniques ont besoin aussi de lire des autorités locales. Oui. Comment peuvent-ils s'y prendre étant donné que dès le départ, ils sont pratiquement antagoniques, je prends par exemple les territoires, là, ils doivent produire un député. Or, ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour voter un député qui serait de l'autre ethnie, d'une ethnie, bref. Dès le départ, il y a déjà un conflit structurel qui rend... Là, c'est la gestion. La gestion. Oui, là, nous sommes dans les domaines de la gestion. Et là, c'est d'autres techniques, d'autres mécanismes qu'il faut utiliser, notamment des médiateurs, pour aider à pacifier les esprits et amener les gens à un consensus minimum pour qu'ils acceptent d'avancer dans la même direction. C'est toujours dans la spécialité, mais là, c'est après que le conflit est éclaté, et maintenant, il faut les gérer ou les résoudre et mieux le transformer en opportunité de développement. Voilà, comment résoudre le conflit et comment les transformer en opportunité de développement. Là est peut-être une autre question à laquelle il nous faudra revenir, bien chers auditeurs, bien chères auditrices. Mais pour aujourd'hui, nous avions parlé du système d'alerte précoce sur les violences électorales. Les professeurs, notre invité expert en la matière,
estime qu'il y a un maillon manquant dans l'architecture et les processus électoraux dans notre pays et il propose ces systèmes d'alerte pour que dans l'avenir, nous ayons la chance d'avoir des élections apaisées, transparentes, libres et démocratiques. Professeur, nous voici presque à la fin de notre émission. Quel est votre dernier message à l'intention des auditeurs qui sont des électeurs appelés très bientôt à aller encore aux élections, mais cette fois-ci municipales, communales et locales? La première chose, c'est de leur dire les élections peuvent devenir un cauchemar si nous ne savons pas prévenir les violences, les conflits qui peuvent en résulter. Et pour cela, chaque électeur est un acteur électoral. Il peut prendre l'initiative de proposer dans les groupes où ils se réunissent les idées de mettre en place un mécanisme de prévention des conflits électoraux, des violences électorales. Et c'est cela que... Et deuxièmement, les acteurs les plus significatifs, comme les confessions religieuses. Et moi, je préfère m'adresser à l'Église catholique, qui est la plus géante, l'Église du Christ au Congo, et l'Église kimbanguiste, et la communauté islamique, d'imaginer comment elles peuvent contribuer à la mise en place de ce mécanisme-là de prévention des conflits. Peuple azosenga nini unwa kudia kuvwata bana batangaka pe bazwaka soin soki babeli. Que demande le peuple? Raia analomba nini? Peuple azosenga nini unwa kudia kuvwata bana batangaka pe bazwaka soin soki babeli. C'était là votre émission Peuple souverain, essentiellement consacrée à la participation citoyenne et à l'émergence d'un nouveau leadership, présenté par le père Emmanuel Bouéa, assisté à la technique par l'ingénieur David Mukwela. Yahweh, Yahweh, bénisse à Yahweh, Yahweh, batela nito.